Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci de nous rejoindre sur cette conférence sur les pratiques RH dans les établissements de santé qui sera animée par Permuteo et Horizontal Software. Alors, plusieurs choses. Donc, déjà, je me présente, je suis Julien Berquin, je suis directeur marketing chez Horizontal Software, qui est un éditeur de solutions RH pour la santé qui facilite le recrutement, la gestion des compétences, la formation, la gestion des temps et la planification. Alors, vous êtes plus de 110 inscrits, 110 établissements de santé inscrits sur ce webinaire aujourd'hui. Nous sommes ensemble pour une durée d'environ 30 minutes de webinaire et on fera suivre cette séance d'environ 30 minutes d'une séance de questions-réponses qu'on a évaluée à peu près 15 minutes, mais si besoin, on pourra toujours prolonger de quelques minutes. Alors, par rapport à ça et par rapport aux questions et aux réponses, vous avez sur la partie droite de votre écran un espace questions qui permet de poser vos questions à nous, animateurs, et aux invités. Si vous êtes sur tablette ou téléphone portable, cet espace questions doit se matérialiser sous la forme d'un point d'interrogation situé en haut de votre écran. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, on va les prendre en compte, on y répondra à la fin, ça sera plus pratique. Si vous avez d'autres problèmes ou d'autres choses, vous aurez Margot qui est avec nous et qui est en back-office et qui pourra y répondre. Alors, aujourd'hui, on va se présenter, donc je l'ai déjà fait. Pour animer ce webinaire, j'ai à mes côtés Rémi Griffet. Rémi, est-ce que tu peux te présenter et peut-être dire un mot sur Permuteo? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Rémi Griffet, donc je suis responsable de l'activité emploi au sein d'Hospimedia. Hospimedia, donc au sein de l'activité emploi, on édite des sites emploi, donc staff santé, staff social et profil médecin. Et on édite également Permuteo, qui est une solution digitale qui permet de simplifier la gestion des remplacements. Et donc, ce qui nous permet de proposer aux établissements de soins et aux établissements médico-sociaux une solution globale qui permet de recruter et de remplacer lorsqu'il y a lieu. Ok, très bien, merci Rémi. Et alors, avec nous, on a l'immense plaisir de bénéficier de deux invités d'expérience et d'expertise sur les sujets RH, puisque ce sont deux DRH de centres hospitaliers. Alors, nous avons avec nous Monsieur Frédéric Debise, alors, qui a un problème technique qui l'empêche d'être en visio, mais nous l'entendons normalement parfaitement. Frédéric, de la même façon, est-ce que vous voulez bien vous présenter, dire un mot peut-être de votre établissement? Bonjour, Frédéric Debise, je suis DRH au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, préfecture du département de l'Ain. C'est un établissement support, un établissement de 800 lits et qui est donc aussi siège du SAMU 01 et donc effectivement qui est en lien avec les établissements du groupement de territoire au budget Bresse, et puis qui développe aussi beaucoup de coopération avec les hospices civils de Lyon. Voilà. Et globalement, on a environ 2000 agents non médicaux. Ok, très bien. Merci pour cette présentation, Frédéric. Monsieur Delmas, Nicolas, même question. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire un mot de l'hôpital Bichat? Bonjour à tous, je suis Nicolas Elmas, je suis le DRH sur l'hôpital Bichat et je travaille donc à la PHP, Assistance publique hôpitaux de Paris. L'hôpital Bichat, c'est un établissement avec 4500 agents, PNM et PM, et c'est un centre de maladies de référence dans les maladies infectieuses qui a particulièrement été mis en lumière dans le cadre de la crise Covid depuis 1 an et demi maintenant. Ok, très bien, merci. Alors, merci vraiment à vous deux d'être avec nous. On est vraiment ravis de votre participation. Alors, ce webinaire, toujours en introduction, ce webinaire est basé sur les résultats du deuxième baromètre des pratiques RH dans les établissements de santé. Ce baromètre est mené tous les ans par Horizontal Software et Permuteo. Vous avez d'ailleurs peut-être répondu à ce webinaire et tous les chiffres que l'on va vous présenter aujourd'hui sont issus de cette enquête. Vous recevrez d'ailleurs à la fin du webinaire, enfin à la suite du webinaire, pas tout de suite à la fin, mais on va vous l'envoyer à la suite, et en avant-première, l'infographie qui reprend l'ensemble des résultats de ce baromètre et qui vous sera envoyé directement.
Alors, vous voyez ici, je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous voyez ici la typologie des participants assez variés qui ont répondu à cette enquête et qui donnent les chiffres de cette enquête. Rémi, je te passe la main pour que tu parles des premiers résultats de cette enquête. En effet, merci Julien. À travers cette enquête, on a pu relever les principaux défis RH des établissements à travers, on va dire, quatre grandes thématiques que vous avez sous les yeux. La première qui se détache, qui concerne vraiment la fidélisation des professionnels de santé au sein des établissements, avec un peu plus de 43% des répondants qui en indiquent comme un des principaux défis à relever. Ensuite, on a deux thématiques qui sont vraiment au coude à coude, le recrutement et l'amélioration de la qualité de vie au travail. On peut voir que ces trois thèmes sont vraiment en corrélation et on a vraiment une notion d'attractivité qui est également très à la mode au niveau de la partie RH que l'on retrouve à travers ces trois thématiques. Donc on va les aborder avec les retours de Nicolas Delmas et de Frédéric Debise. Le quatrième, qui est loin d'être négligeable, mais qui est un peu à la fin et qui concerne davantage les établissements publics. La dernière préoccupation, c'est le passage de la notation à l'entretien professionnel. Donc, c'est la première thématique que nous allons aborder. Et donc, Julien, je te laisse la parole pour l'introduire. Ouais, exactement. Merci Rémi. Alors, effectivement, la fin de la notation. Alors, c'est un point qui concerne pour le coup uniquement les établissements de la fonction publique hospitalière, mais comme nous avons la chance d'en avoir deux représentants avec nous, on voulait absolument en parler. En application de l'article 27 de la loi de la transformation de la fonction publique, a été instaurée l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires hospitaliers par l'entretien annuel professionnel en lieu et place de la notation. Ça a été concrétisé par un décret en juin 2020 pour tous les établissements de la fonction publique hospitalière. Donc la notation est supprimée à partir du 1er janvier 2021 et ces dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle s'appliqueront donc aux entretiens effectués en 2021. De plus, cette loi instaure également des lignes directrices de gestion qui comprennent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les parcours professionnels et d'autres choses, et qui viennent préciser aussi les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle des agents. Alors, quand on demande aux établissements de santé qui ont répondu à l'enquête, alors 70% des répondants à notre enquête étaient des établissements de santé. Donc, c'est ceux-là qui ont répondu à cette question. On obtient ces réponses, sachant que l'enquête était du premier semestre. Donc, on a 55% des établissements qui déclarent mettre en place les actions de passage à l'entretien professionnel dans moins de 6 mois, donc là, avant l'été. 29% nous ont dit qu'ils mettront en place ces actions courant de l'année 2021. Et on a également 13% qui déclarent mettre en place ces actions après 2021, donc normalement après la date d'application et de mise en œuvre de la loi. Alors, ce premier sujet, c'est l'occasion pour moi de poser les premières questions à nos invités, notamment Frédéric. Êtes-vous passé à l'entretien professionnel au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et quelle communication avez-vous mis en place sur ce sujet ? Alors, on est effectivement passé sur l'entretien professionnel. On le faisait déjà en parallèle à la notation avec un outil que connaissent les établissements publics qui s'appelle GESForm. On le faisait pour les personnels de soins. Mais bon, pour cette année, on a effectivement exclusivement fait l'entretien d'évaluation et plus du tout la fiche de notation telle qu'on pouvait la connaître. Donc, on a deux éléments qui sont à noter. Le premier, c'est le fait que on a un certain nombre de cadres qui ne sont pas formés à l'entretien professionnel et donc on essaye de les former rapidement pendant cette période. Et puis la deuxième question qui se pose pour tous, c'est quelles conséquences et quelles valeurs l'entretien professionnel va avoir au regard de la suppression de la notation, qui est un petit peu une sorte de totem
depuis 40 ans sur les hôpitaux. Et donc, les agents s'interrogent beaucoup sur l'impact que l'entretien professionnel va avoir sur les avancements et sur la prime de service. D'accord, ok, très bien. Nicolas, de votre côté, est-ce que ce passage, parce qu'il me semble quand on a préparé ce webinaire, vous nous avez dit que vous étiez aussi passé à l'entretien professionnel, qu'est-ce que cela a changé pour vous à l'hôpital Bichat? Est-ce que ça a fait du coup un travail important au niveau RH? Pour l'instant, ça a quand même concrètement pas changé grand-chose. Certes, il n'y a plus de notation en tant que telle, mais ça change pas dans le sens où c'est toujours un truc très formalisé, que ça reste en tout cas chez nous en papier. Donc en termes de gestion administrative, c'est quand même à peu près la même chose. Que logiquement, en 2022, on devrait passer à un entretien informatisé. Et là, je pense que ça me permettra vraiment de passer un cap. Et je rejoins après tout à fait les propos de mon collègue. Là, toutes les questions que ça pose n'ont pas été résolues. Le lien avec la prime de service dans le futur, quel lien réel avec la carrière désormais s'il n'y a plus de notation. Et ça, c'est tout qu'on va voir au fil du temps. Et c'est, je pense, vraiment nécessaire qu'on ait justement plus ce côté un peu administratif de on contresigne toutes les évaluations, alors qu'en fait, pour 90%, il n'y a même pas de sujet. En fait, c'est un agent qui a fait du bon travail. Et donc, ça n'a aucun intérêt, notre regard dessus. Et en fait, il faudrait pouvoir concentrer notre regard critique, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui sur du papier et sur les volumétries qu'on gère, pour gérer soit les agents qu'on veut promouvoir, soit les agents qu'on veut pouvoir suivre et sur lesquels il mérite d'avoir des points d'attention. En fait, ça n'a pas changé sur le fait que vous faites toujours, parce que là, on est toujours lié à faire beaucoup de quantitatifs quand c'est des hôpitaux de grande taille et ça rajoute, enfin, ça n'a pas amené plus de qualitatif sur le sujet en fait. Tout à fait, ouais. Pas de plus-value du tout pour l'instant. Et Nicolas ou Frédéric ou vous deux, est-ce que ce sont les entretiens, la mise en place des entretiens professionnels ou plutôt les lignes directrices de gestion qui vous ont occasionné le plus de travail? Pour le coup, c'est plus les lignes directrices de. Bon, Oui, Nicolas peut-être? je disais, ouais, c'était plus pour moi les lignes directrices de gestion parce que pour la partie entretien professionnel, bah, on a juste envie à la case notation et sinon il y a quasiment tous les mêmes items, quoi. Oui, même réponse, hein. C'est vraiment les lignes directrices de gestion qui représentent un, un travail et une réflexion beaucoup plus importante. D'accord, très bien. Merci, merci à vous. Rémi, hein, il me semble que tu vas nous parler de QVT maintenant. Oui, tout à fait. Un des items que l'on avait pu voir dans les résultats, c'est la qualité de vie au travail. Donc, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité, étant donné qu'on est dans la semaine de la qualité de vie au travail. Lorsqu'on a interrogé les établissements, 71% ont répondu avoir déjà mis en place une démarche de QVT. Cette démarche de QVT, elle répond, on va dire, à trois principaux enjeux. Les enjeux que l'on retrouve, c'est d'une part le bien-être du collaborateur, le bien-être du soignant, l'amélioration de l'attractivité, donc une notion qu'on a vue qui est un petit peu globale actuellement. Et puis, c'est également l'augmentation de l'engagement des professionnels de santé au sein de leur établissement. Alors, par quoi ça se traduit? On peut voir aujourd'hui dans cette semaine de la QVT qu'on voit fleurir dans beaucoup d'établissements et dans beaucoup d'entreprises, d'une manière générale, beaucoup d'ateliers d'animation, voilà, des massages, des ateliers de relaxation, mais aussi d'autres actions qui sont mises en place à destination des professionnels de santé. Autre dimension également de la qualité de vie au travail, des actions qui peuvent être menées, c'est vraiment l'amélioration de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. On a pu le voir ces derniers temps, les professionnels de santé ont été largement sollicités pour répondre aux besoins de la crise. D'autres éléments, l'aménagement du cadre de travail, qui est aussi quelque chose qui est particulièrement important. Et un dernier point, c'est l'accompagnement du management de proximité qui occupe aussi une grande place dans la qualité de vie au travail. Suite à ces résultats, lorsqu'on a préparé ce webinaire, Nicolas Delmas, voilà, est-ce que vous, au niveau de l'hôpital Bichat, est-ce qu'il y a une politique de qualité de vie au travail qui est mise en place?
et aussi toute la notion d'évaluation et de communication. Je pense que c'était des thématiques qui étaient aussi importantes dans cette démarche. Oui, tout à fait. Bah, je pense que pour le coup, on sera tous d'accord. Enfin, tous les DRH qui sont connectés à cette réunion seront d'accord. Je pense qu'il n'y a aucun hôpital aujourd'hui qui ne fait pas d'action QVT au moins une fois à l'année. La question pour moi, c'est la question du rythme déjà. Est-ce que c'est vraiment autour d'événements un peu ponctuels ou essayer d'arriver à faire des événements sur la durée pour justement arriver à communiquer, pas seulement au côté de communication un peu sympa, mais aussi vraiment un côté vraiment impact sur les professionnels. Et après, le deuxième sujet, effectivement, et ça rejoint, je pense que cette question, c'est vraiment l'importance d'avoir des actions en lien à la QVT, mais voilà, pas de manière ponctuelle, mais vraiment durable. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, de travail collectif pour arriver à communiquer dessus. D'accord. Oui, moi je partage ce qui vient d'être dit. On a mis en place des ateliers de sophrologie et de techniques d'optimisation du potentiel, qui sont des techniques utilisées par l'armée, notamment dans le cadre de la gestion de crise, sur du post-traumatique. Mais ça reste des actions qui restent des actions ponctuelles et on a du mal à mobiliser et à intégrer ce type d'action au long cours dans le fonctionnement quotidien de l'établissement. Donc effectivement, on est plus pour aujourd'hui sur des actions ponctuelles que sur des actions au fil de l'eau. Et également, on a du mal aussi à favoriser l'investissement de l'encadrement, y compris pour des actions QVT qui leur sont spécifiquement dédiées. D'accord. Et quand on est sur une action comme ça de QVT, donc sur des ateliers voilà, plutôt bien-être, l'évaluation de ces actions, est-ce que aujourd'hui c'est une difficulté que vous avez? Comment vous arrivez à évaluer tout cela? Non, non, là, nous, on a fait des questionnaires de satisfaction. Les questionnaires de satisfaction qu'on a donnés, par définition, ils étaient bons. Voilà, si on dit à quelqu'un, est-ce que vous avez apprécié la sophrologie et le fait que pendant une demi-heure, vous avez pensé à vous et vous vous êtes posé et vous avez respiré comme il faut, par définition, les taux de réponse sont plutôt très bons. Donc voilà. Donc après, trouver des outils qui permettent une évaluation, je dirais plus scientifique, non, ça on l'a pas. Mmh. Effectivement, c'est un peu toujours le problème, c'est qu'effectivement, les agents, ils sont contents de participer, ça, il n'y a pas de doute. Et ça, je pense que c'est toujours effectivement une déconnexion. La réalité, est-ce que ça a un impact au quotidien sur la durée, vu que c'est des actions souvent ponctuelles? Et ben, c'est là qu'on n'arrive pas, à mon avis, à avoir. Et c'est d'où l'importance, justement, de faire des actions sur la durée pour avoir un réel impact après et qu'on ne puisse pas seulement dire, ben, l'agent est content d'avoir participé. Mais en plus, ça s'est traduit par, j'en sais rien, une baisse d'absentéisme, une meilleure attractivité de l'hôpital. Enfin, voilà. Mmh. Mais c'est un D'accord. truc sur le temps long après, de toute façon. Ouais. Vous avez parlé, Nicolas Delmas, aussi de voilà, la problématique de la communication en interne, faire en sorte que tout le monde soit bien au courant de toutes ces actions qui sont mises en place pour faire en sorte qu'elles soient voilà, accessibles à tous. Et ça aussi, c'est un enjeu dans la mise en place de ce type d'atelier. Toujours, ouais. Toujours, parce que, enfin, il faut quand même rappeler que, et je pense que c'est quand même pour beaucoup d'hôpitaux la même chose, il y a beaucoup de nos professionnels qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle. Dans tous les mails de diffusion générale ou même à l'encadrement, en fait, ils n'arrivent pas à être touchés à l'ensemble, notamment des populations soignantes, infirmiers et soignants. Et donc, c'est vrai ils sont rarement au courant ou ils sont au courant à posteriori de l'événement. Donc, c'est un peu du gâchis Mmh. à ce niveau-là. Et je pense Ouais. que le côté, justement, si l'action est durée, elle s'inscrit dans la durée, genre tous les semaines à telle heure et tel jour, et ben au moins les agents peuvent se positionner dessus. Ouais, d'accord. Pour finir sur cette thématique, on avait parlé aussi d'une dynamique avec des moyens qui sont alloués par le biais d'appels à projets. C'est des choses qui se développent et auxquelles bah, vous répondez justement par rapport à ça sur les budgets alloués à ce type d'action. Oui, on essaye. Alors après aussi, voilà, il ne faut pas, ce qu'on disait, tomber non plus dans simplement la communication. Euh,
nous, les actions de sophrologie, on les a réalisées avec l'appui d'un groupe de mutualité. Voilà, qui nous a permis effectivement le financement de ces actions. Il faut faire attention aussi à ne pas concentrer exclusivement ces questions autour d'actions bien-être qui sont utiles, mais qui pourraient être ressenties aussi comme, je dirais, un peu quelque chose de décalé par rapport aux problématiques quotidiennes que les salariés peuvent rencontrer. Mmh. Entendu. Une réaction, Nicolas? Non? Je rejoins totalement ce qui a été dit. Après, je pense qu'il faut jamais faire de la com pour la com et surtout de la QVT est toujours un sujet glissant parce qu'ils vont toujours dire si on met de l'argent là-dedans, pourquoi on ne le met pas dans le recrutement d'effectifs? Après, voilà, je pense que c'est comme tout. Ça demande aussi de la pédagogie pour expliquer ce que c'est. Et je pense que justement, si c'est que des actions ponctuelles, ça fera vraiment coup de com. Voilà. Ouais, d'accord, entendu. Très bien. Merci pour vos retours à ce sujet. On va enchaîner sur voilà, la qualité de vie au travail, il contribue beaucoup à la fidélisation, du personnel, la fidélisation des compétences. Alors voilà, quelques chiffres que l'on a pu avoir sur ce sujet qui est vraiment prégnant parmi les différents enjeux que l'on a pu lister. La problématique d'absentéisme, voilà, 87% des établissements interrogés se sentent concernés en tout cas par les problématiques d'absentéisme. 57% des établissements rencontrent également des difficultés dans la planification et l'organisation, la gestion du temps, la gestion des effectifs au sein de l'établissement. Et on peut voir que 32% des établissements, d'un point de vue digital, dans 32% des établissements, on a un SIRH qui est uniquement au service de la fonction RH et non également accessible aux différents agents. Alors, fidéliser, c'est quelque chose qui est important parce qu'on va le voir par la suite. Recruter, c'est extrêmement compliqué. Donc, fidéliser, ça permet de pouvoir avoir moins de problématiques de recrutement, en tout cas en termes de nombre. En ce qui vous concerne, sur la fidélisation, le fait de pouvoir impliquer, alors je crois, Nicolas Delmas, que voilà, au-delà de cette semaine de qualité de vie au travail, vous êtes également impliqué sur une semaine, un forum de recrutement affirmé dans lequel vous impliquez les équipes. J'imagine que voilà, ça contribue aussi à la fidélisation de vos agents, de pouvoir s'impliquer dans le recrutement des futurs collaborateurs. Ouais, tout à fait. Après, généralement, les équipes elles sont toujours très contentes de présenter leurs services à d'autres, enfin, à des potentiels futurs collègues ou à des élèves infirmiers ou à des infirmiers. Après, moi, je pense même que essayer d'associer les équipes et pas seulement les représentants du personnel, mais aussi essayer un peu de faire des questionnaires et largement, notamment dans le cadre des espaces de détente pour les soignants, on a fait un questionnaire à tout l'hôpital et donc tout le monde a pu participer et donc réfléchir à qu'est-ce qu'ils voulaient pour l'hôpital. Je pense que c'est comme ça que les gens ils se sentent aussi impliqués dans la vie de l'établissement. Et c'est important aussi pour les fidéliser. D'accord. Merci. Frédéric Debise, je pense qu'il y a les problématiques d'absentéisme, c'est quelque chose qui est quand même un frein à la fidélisation. Vous êtes concerné au sein de l'établissement? Oui, je suis concerné. Je suis d'ailleurs intéressé de voir qu'il y a 13% des établissements qui n'ont pas de problème d'absentéisme. Donc, on va bien savoir comment ils font et je suis preneur de leurs idées. Non, ouais, l'absentéisme, c'est une difficulté. Ça a été en plus particulièrement difficile cette année avec l'absentéisme Covid, que ce soit les autorisations d'absence ou les évictions ou les cas positifs Covid. Mais effectivement, l'absentéisme reste toujours une difficulté, que ce soit l'absentéisme de courte durée ou de longue durée, qui quand même déstabilise beaucoup nos organisations et sont quand même très consommateurs de temps dans la gestion pour l'encadrement notamment, quoi. D'accord. Entendu. Donc ça fait le lien, ça fait le lien avec ce que vous dites sur le fait que l'absentéisme génère derrière des problèmes d'organisation et de planification. Voilà, la question des rappels sur repos, etc. Là aussi, 57% des établissements qui ont des difficultés, mais donc ça veut dire que les autres n'ont pas de difficultés. Voilà, bah, tant mieux pour eux, mais c'est vrai que ça reste quand même des sujets qui sont prégnants
et pour lesquels voilà, on manque quand même d'éléments. S'ajoute à tout ça le fait aujourd'hui que nous, on n'a plus de médecin du travail. Donc, le suivi des agents sur ce plan-là est beaucoup plus réduit. Et donc, effectivement, c'est des sujets qui sont prégnants et qui pèsent dans le fonctionnement quotidien des établissements. D'accord. Nicolas, lorsqu'on a préparé justement sur cette problématique d'absentéisme, par contre, de mémoire, vous m'aviez indiqué que il y avait, voilà, vous, l'absentéisme était en baisse l'année dernière au cœur de la crise, hein, c'est bien ça? Entre mars et avril 2020 par rapport à mars-avril 2019, ouais, nous, c'est en baisse. Mais Ouais. après, difficile à savoir toutes les raisons qui ont expliqué la baisse ou la hausse, hein. D'accord, entendu. Très bien. Merci. Je repasse la parole pour la dernière thématique à Julien, qui concerne le dernier thème du recrutement. Oui, exactement. Quatrième thème que l'on voulait aborder avec vous et qui ressort de cette enquête, c'est celui du recrutement. Alors, effectivement, c'est un des plus grands défis pour les établissements de santé. On l'a vu tout à l'heure, pour plus de 24% d'entre eux, c'est un de leurs principaux défis RH, c'est un de vos principaux défis RH. Et c'est surtout vrai pour les établissements de moins de 500 salariés, en fait, qui, eux, pour les moins de 500 salariés, déclarent être concernés à plus de 55%. Et là, on a voulu mettre en avant quelques chiffres par rapport à ça, c'est que même si c'est un des plus grands défis RH, on a 13% des établissements de santé qui ont une solution de recrutement. C'est-à-dire qu'il y en a une grande majorité qui n'ont pas de solution de recrutement. Quand on parle de recrutement, on parle aussi d'attractivité, on parle de marque employeur. Et là, moins d'un tiers des établissements de santé ont mis en place une politique de marque employeur. Et comme je vous le disais, c'est un des principaux défis pour les entreprises de moins de 500 salariés et collaborateurs. Quand on parle donc de recrutement, d'attractivité, de marque employeur, Nicolas, vous, dans votre structure à PHP, malgré que ce soit la PHP, est-ce que vous êtes concerné par des problématiques d'attractivité et de recrutement? Oui, comme partout en France, en tout cas particulièrement effectivement en Île-de-France, notamment sur les postes infirmiers, il y a clairement un déficit de recrutement sur les postes infirmiers du fait du coût de la vie, on va pas se mentir, mais aussi, et ça je pense que c'était un travail qui a été plus tardif à la PHP qu'ailleurs, que longtemps les hôpitaux ils se sont reposés sur leur marque entre guillemets historique. Genre les gens, effectivement, il y a 20 ans, ils allaient à Bichat, à Cochin, juste parce que ça s'appelait Bichat, Cochin, Necker. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit avant sur la fidélisation ou sur la QVT, les agents ont d'autres attentes dans la vie. Ils veulent un meilleur équilibre vie perso, ils veulent une certaine qualité de vie au travail, ce qui est très bien. Et en fait, justement, les hôpitaux, ils ne se sont pas encore adaptés à cette nouvelle donne. Et là-dessus, il y a tout un travail à faire. Et ce sont les nouveaux critères en fait, d'attractivité qui ne sont pas ceux de la marque, mais peut-être ceux des conditions de travail et des équipes en place. Tout à fait, voilà. Et d'une image un peu plus moderne aussi. D'accord. Frédéric, en préparation de ce webinaire, vous m'avez dit que vous aviez des difficultés de recrutement. Est-ce que ça touche l'ensemble des métiers ou certains métiers en particulier? Non, ça touche vraiment l'ensemble des métiers, y compris même sur des fonctions administratives ou techniques de haut niveau. Par exemple, un exemple simple, un responsable d'une cellule marché public, en fait, c'est des profils qui sont difficiles à trouver, des profils d'informaticiens sont aussi difficiles à trouver dans un environnement concurrentiel. Et effectivement, on a des difficultés sur les postes d'infirmiers et d'aides-soignants. Je pense qu'effectivement, on a aussi beaucoup ces dernières années laissé paraître une image très, très négative, y compris sur le plan médiatique, de l'environnement de travail à l'hôpital ou dans les EHPAD. Et ce qui effectivement a fait que un certain nombre de professionnels se sont un peu écartés du secteur hospitalier,
pour avoir d'autres types d'activités. Donc ça, effectivement, c'est une question importante. Et puis, ça rejoint ce que vous disiez sur la fidélisation, c'est-à-dire faire en sorte aussi d'apporter un certain nombre de garanties aux professionnels en termes de qualité de vie au travail, voilà, qui sont des sujets prégnants, mais effectivement, ça ne concerne pas que la filière de soins, ça concerne les médecins. Voilà, là, on parle, nous, de la fonction RH non médicale, mais par définition, ça concerne les médecins, mais ça concerne aussi des profils techniques, juridiques, administratifs, où effectivement on demande une expérience hospitalière, ce qui est assez rare, voilà, sauf mobilité particulière. Mais voilà, effectivement, nous, par exemple, sur Bourg-en-Bresse, mais c'est vrai de beaucoup d'établissements en province, c'est que notre bassin d'emploi et notre bassin de vie, globalement, c'est l'agglomération de la ville. Donc, effectivement, les potentialités de recrutement sont assez difficiles. Donc, nous, on est présent sur LinkedIn, on est présent sur Indeed, etc. On essaie de faire des petites vidéos maintenant de présentation des métiers. On l'a fait pour des postes de médecins réanimateurs, de médecins du travail. Je vais en faire un sur les sages-femmes, mais ça reste toujours très, très hypothétique. Ok, oui, très bien. L'attractivité de marque employeur de ce coup. D'ailleurs, à ce sujet, Nicolas, il me semble que vous avez lancé une initiative sur Instagram, ça s'appelle Coulisses hospitalières, si je ne me trompe pas. Et est-ce que cette initiative a aussi cette ambition, si vous pouvez nous en dire un mot, et est-ce que ça a aussi une ambition de favoriser l'attractivité de l'hôpital? En tout cas, de donner une meilleure image de l'hôpital, oui, clairement, parce que c'était effectivement l'idée de présenter un peu les de présenter qu'est-ce qu'une DRH, quelles sont ses composantes et quel est en fait le quotidien d'une direction administrative. Parce que finalement, je trouvais que avec la crise, on s'est certes rapproché, mais qu'il y avait toujours ce gap entre les uns et les autres. Et que je pense qu'il y a aussi un problème de communication et de montrer ce qu'on fait les uns les autres. Et c'est vrai que je l'avais fait dans un sens pour un peu montrer le sens de nos actions, les défis qu'on rencontrait, les problématiques qu'on affrontait. Et alors, c'était pas forcément à la base, forcément dans un but attractivité de l'hôpital, mais ça a eu clairement aussi ce côté-là. Parce que D'écho. Pour vous informer qu'on a un peu d'écho. Mais je pense qu'on vous entend quand même. Et je disais, ouais, ça a eu cet effet, en tout cas, je trouve plutôt positif que effectivement, j'ai pas mal de gens qui ont aussi candidaté par ce biais. Notamment, on a recruté une cadre supérieure de santé récemment sur le service de maladies infectieuses parce qu'elle avait vu un de mes postes. Elle s'est dit, ah, c'est chouette, c'est intéressant ce qui se passe dans cet hôpital, je vais les rejoindre. C'était pas prévu comme tel, mais en fait, elle a vu ça et voilà. Et je pense que c'est aussi à nous aussi de donner une image un peu plus moderne de nos hôpitaux, de montrer que l'administration, même au sens large, parce que l'administration a souvent une mauvaise image de vieillot, archaïque, dépassé, et de montrer que c'est pas parce qu'on est administratif et dans l'administration qu'on peut pas innover, faire preuve d'inventivité, de créativité. Oui, c'est sûr. Et vous avez mis en place d'autres initiatives sur ces aspects de marque employeur? De la même manière, justement, on a aussi travaillé pour justement, plutôt que de dire c'est l'hôpital qui communique, on va s'appuyer sur nos soignants présents sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a forcément toujours qui ont des comptes Instagram, des comptes LinkedIn ou des comptes Twitter, pour justement travailler avec eux, pour que justement ils relaient la communication et qu'on travaille ensemble pour que ça pèse plus, parce que ça marchera toujours plus un soignant qui dit venez me rejoindre qu'un hôpital qui dit on recrute. Voilà. Ouais, très bien. Effectivement. Je suppose que Frédéric et Nicolas, vos interventions et les chiffres de ce baromètre ont dû engendrer des questions chez nos participants. Mais Rémi, avant de répondre aux questions des participants, on a un sondage pour eux, il me semble. Tout à fait. Donc, concrètement, l'idée, c'était de vous interroger, vous qui nous écoutez, qui écoutez les informations. Voilà, c'est un sondage rapide, cliquez, voilà, parmi les 4 thématiques sur la fidélisation, le recrutement, la QVT et la fin de la notation. Pour vous,
quel est le principal défi. Et puis, on sera ravis de savoir et de connaître votre avis pour voir si nos chiffres, en tout cas, les chiffres du baromètre du premier trimestre, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont toujours les mêmes et est-ce qu'à l'écoute de nos intervenants, eh bien, on est sur les mêmes résultats. Donc, on va faire très rapidement. Quelques secondes pour répondre. Ouais. Et on va regarder, et ensuite on va regarder les résultats et on verra ce que ça donne parmi les gens, les établissements de santé avec nous. Allez, on ferme et on regarde les résultats. Eh bien, c'est la fidélisation du personnel et le recrutement. La QVT est à 0%. Alors est-ce que ça a bugué ou est-ce que parce que c'est lié à l'actualité? Mais en tout cas, merci pour voilà. La fidélisation et le recrutement, c'est vraiment deux notions qui sont particulièrement liées et qui rentrent dans ce procès d'attractivité qui est aujourd'hui, on a des gros investissements institutionnels pour attirer les personnes vers les métiers de la santé, mais qui est aussi un enjeu pour les établissements au quotidien dans leur pratique RH. Alors, je vous propose de passer aux questions. Alors, pendant les différentes interventions, on a eu plusieurs questions. J'en ai une donc de Danissa Marzougui. Ne pensez-vous pas que la qualité de vie au travail passe d'abord par une QVT des équipes d'encadrement? Madame fait un retour de son expérience avec beaucoup de dysfonctionnements, des mauvaises communications, organisations, en termes de politique de qualité de vie au travail qui viennent du haut de la pyramide et qui se répercutent sur les équipes managées et ce qui accentue le mal-être au travail. Oui, moi je suis complètement d'accord. Je pense que vraiment la priorité, c'est l'encadrement. Ouais. C'est l'encadrement, c'est les équipes de direction pour deux raisons. La première, c'est que il y a un vrai mal-être dans l'encadrement. Voilà, il faut le reconnaître et c'est vrai chez les médecins aussi. Sauf que cette reconnaissance du mal-être, elle n'existe pas. On n'ose pas encore, enfin moi en tous les cas, je me rends compte que l'encadrement ne s'autorise pas à exprimer ces difficultés. Et d'autre part, c'est bien évidemment la capacité et la performance de l'encadrement qui derrière impulse la dynamique au sein des équipes. Donc moi, je pense qu'effectivement, la priorité doit être mise sur l'encadrement au sens large, chef de service, chef de pôle, encadrement de proximité, encadrement supérieur, direction. Mmh. Totalement d'accord avec ce qui a été dit. Sur l'encadrement, c'est effectivement, il faut s'appuyer sur eux et donc il faut aussi les protéger aussi. D'accord. Une deuxième question de Pascal Maillard. En termes de recrutement, les moyens financiers dont vous disposez ne représentent-ils pas le premier point de blocage sur des profils spécifiques, PNM, DRH ou DSI? Oui, sur ça. Pardon. Moi, là pour le coup, je mettrais un gros bémol et je vais prendre l'exemple de deux services à Bichat de réanimation. On a 3 réanimations à Bichat différentes. On en a une qui a le plein d'infirmiers et une qui n'a pas du tout le plein d'infirmiers. Et c'est à peu près la même charge de travail, sauf que par contre, les relations entre l'équipe médicale, l'encadrement et les paramèdes ne sont pas du tout pareils entre ces deux réanimations. Et pourtant, le salaire est le même, etc. Donc bien sûr, le salaire joue et les moyens financiers derrière. Mais déjà, je pense que c'est dans tous les services de l'hôpital et dans tous les directions administratives, etc., compris, tout le monde était bienveillant et faisait un minimum d'efforts. Je pense que ça se ressentirait aux globalités. Et vraiment, je veux dire, il y a 2 réa, même, à peu près même nombre de personnels équivalents de base, si tout allait bien. Il y en a une, il manque une personne, enfin, il n'y a pas de vacant, et l'autre, il y en a 25. Ouais. Oui, je pense que c'est très différent selon les métiers.
Bon, il va quand même y avoir les effets Ségur hein, qui vont quand même être non négligeables. Voilà, donc, mais c'est variable. C'est variable. D'accord. Une troisième question. Hormis les questionnaires d'évaluation, avez-vous d'autres manières d'évaluer ou des indicateurs pour mesurer l'efficacité des démarches de qualité de vie au travail? Non. Non. Pour l'instant, non, mais justement, c'est un truc qu'on essaie de travailler pour essayer d'avoir des vrais trucs un peu plus objectifs. Mais même si je pense que c'est sur de la durée, dans le sens où si jamais effectivement il y a moins d'absentéisme et si on recrute mieux grâce à ça, on en verra indirect. Ça sera que l'une des causes et pas la seule conséquence. Ça sera pas la seule cause du recrutement en fait. Je pense que ça fait partie des axes à améliorer, mais sur les indicateurs de quel impact ça a eu concrètement, ça sera difficile à dire. D'accord. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Julien, est-ce que… Il y a une autre question qui est arrivée, Rémi, Anissa, qui poursuit sur la QVT et qui, alors je ne sais pas si c'est une question, mais qui parle de est-ce que le diagnostic ou le diagnostic peut aider à mesurer la QVT? Je sais, voilà, à voir si c'était une question ou si c'était une affirmation. Ah, c'est une réponse en fait. C'était une affirmation, pardon. D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? On n'a plus de questions. Plus de questions, plus de questions. Bah, écoutez, on va par conséquent clore ce webinaire. Merci. Oui, pardon. Ouais, voilà, on nous demande est-ce que le taux d'absentéisme est une information qui est demandée par les candidats quand vous recevez les candidats. Est-ce que ils vous en parlent de ces indicateurs-là? Alors, pas le taux d'absentéisme, mais par contre, non. Mais par contre, les nombres de postes, parfois, les infirmiers, en tout cas, ça peut arriver à la paix qui demandent s'il y a beaucoup de postes vacants dans le service. D'accord. Parce que ça. Et généralement, en fait, parce que c'est pareil, encore une fois, comme je vous dis, s'il y a 10 postes vacants dans le service, c'est que déjà, visiblement, il y a un petit souci. Alors, ça peut être un conjonctural, mais c'est quand même souvent structurel parce qu'il y a un problème dans le service. À l'inverse, si le tel lui dit, en fait, il n'y avait qu'un poste, et si tu le prends pas, de toute façon, demain, il y a quelqu'un qui le prend, il va dire que logiquement, il a intérêt à pas. Enfin, toi, si ça a fait, il a intérêt plutôt à rejoindre le service. Merci. Merci. Eh bien, écoutez, on va clore ce webinaire. Merci Nicolas Delmas, merci Frédéric Debise pour vos retours de terrain, pour votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis dans le cadre de ce webinaire. Donc, l'infographie va suivre, hein, elle sera à votre disposition et ça fera la synthèse justement de l'enquête et de l'étude qui a été faite au premier trimestre. Voilà, si au niveau des problématiques de votre établissement, si vous avez des problématiques RH, des problématiques de QVT, de recrutement, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à solliciter les équipes d'Horizontal Software ou les équipes de Permuteo qui seront ravis de pouvoir vous écouter, de vous accompagner également dans le cadre de ces études. Merci à vous pour cette étude. Bonne journée à tous. Merci. Et à très bientôt. Merci Rémi, merci Frédéric, Nicolas. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci.